Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Comme tous les vendredis, on commencera cette émission par votre rubrique L'art à la une. Sybille Aoujane, notre spécialiste du marché de l'art, nous rejoindra pour tout nous dire des actualités du secteur. Son invité ensuite sera Cyril Coiffet, vice-président de Katawiki, plateforme d'enchères d'objets d'art et de collection. L'occasion de faire un point avec lui sur la croissance du marché du design. Quelle place tient-il d'ailleurs dans les ventes de Katawiki? Réponse avec lui dans quelques instants. Et puis, dans Enjeu patrimoine, comment faire face à la flambée des prix de l'énergie? Sur un an, les prix de l'énergie ont augmenté de 18,6% selon le dernier rapport publié par l'INSEE début janvier. Le prix du gaz a augmenté de 41%, celui de l'essence de 21% et celui de l'électricité de 3%. Et ça, c'était avant le conflit en Ukraine. Depuis, le gouvernement tente d'en diminuer l'impact sur le porte-monnaie des Français. Notre invité nous donnera quelques tips pour gérer et optimiser ses factures d'énergie au quotidien. Smart Patrimoine, c'est parti. Mais d'abord, comme tous les vendredis, votre rubrique L'art à la une pour tout savoir des dernières actualités du secteur du marché de l'art. Sybille Aoujane est évidemment avec nous. Bonjour Sybille. Bonjour Eva. Ça va? Oui. Des œuvres, on va parler des œuvres russes, saisies en Finlande. Tout à fait, en fait c'est la douane finlandaise qui a saisi plusieurs œuvres. C'est un poste qui est situé au sud de la frontière entre la Finlande et la Russie. Plusieurs œuvres ont été saisies d'environ 42 millions d'euros. Certaines d'entre elles sont jugées inestimables. Ce sont les mots du directeur du service de la répression des douanes finlandais. Certaines appartiendraient aux collections de l'Ermitage, l'un des plus grands musées du monde qui est situé à Saint-Pétersbourg. Et les douanes ont été assez discrètes sur l'identité spécifique des œuvres d'art. Et pourquoi ces œuvres ont été saisies, Sybille ? Alors, elles devaient revenir en Russie via la Finlande et elles étaient prêtées à des musées en Italie et au Japon. Et les douanes ont estimé que le transfert risquait de contrevenir aux sanctions imposées par l'Union européenne à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon l'AFP, 10 personnes sont suspectées d'avoir violé ces sanctions qui concernent la vente, le transfert ou l'exportation des biens de luxe et donc aussi des œuvres d'art vers la Russie. Ces œuvres sont situées en lieu sûr en attendant que la situation soit clarifiée ou que les sanctions soient levées. Autre sujet, Sybille, en plus du salon du design, cette semaine, la foire Art Paris a ouvert ses portes. Oui, Art Paris a ouvert ses portes au Grand Palais éphémère, et ce jusqu'à la fin de ce week-end. Alors pour la première fois, la thématique de la foire repose sur l'environnement et l'histoire naturelle. Par exemple, il y a un espace qui est dédié à la scène française. Une vingtaine d'artistes ont été sélectionnés pour leur regard porté sur le monde naturel, végétal, animal, ce qui nous permet d'apprécier en fait cette thématique au travers de l'esthétisme contemporain. Il y a aussi un parcours qui a été créé en partenariat avec l'association Art of Change 21, une association qui relie l'art contemporain et les grands enjeux environnementaux. Donc la foire a fait un effort pour créer un événement vraiment responsable. Voilà, et puis la question en fait c'est ces foires qui sont si régulières, si éphémères, comment peuvent-elles avoir une responsabilité environnementale forte? Et donc Art Paris a sollicité une agence de production pour analyser le cycle de vie d'Art Paris et puis aussi l'accompagner dans sa démarche d'éco-conception. C'est l'agence qui s'appelle Carbone Prod, et par exemple, il y a une flotte de véhicules 100% électriques qui est mise à disposition des VIP. Les badges sont édités en PVC recyclés et sont eux-mêmes recyclables, tout comme le matériel d'information au sein de la foire. Et donc le but aussi, c'est de créer des outils qui seront possibles, qui seront ensuite mis à disposition pour les autres foires. Ensuite, Sybille, vous allez nous parler de la reprise de la FIAC, c'est ça? En fait, voilà, donc la FIAC... La FIAC a été reprise, c'est ça, par Art... La FIAC a été reprise par Art Basel, et donc ça a pu avoir des conséquences sur Art Paris. C'est selon le Journal des Arts. Effectivement, Art Paris a reçu 2 fois plus de candidatures qu'il ne pouvait attribuer de stands. Ils en ont 130 au total, et donc la sélection a été d'autant plus qualitative pour les exposants. Et donc Art Paris conforte son positionnement sur l'art français et sur un art plus accessible pour se différencier d'Art Basel. On termine enfin par un dessin de Michel-Ange en vente. Voilà, c'est un dessin qui a été réalisé durant la jeunesse de Michel-Ange, qui a été retrouvé, qui sera mis en vente chez Christie's le 18 mai prochain. C'est probablement l'un des premiers nus
réalisée par Michel-Ange qui est connue jusqu'à présent. Donc une œuvre assez rare et d'autant plus rare qu'elle est encore entre les mains d'un collectionneur privé et français. Et son estimation est de 30 millions d'euros. Merci Sybille. L'heure maintenant d'accueillir votre invité qui est déjà là avec nous en plateau, Cyril Coiffet, vice-président, je le disais, de Katawiki, plateforme d'enchères en ligne pour acheter et vendre des objets spéciaux et des objets de collection. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Matrimoine, même si vous êtes déjà venu nous voir. Katawiki, on va parler avec vous aujourd'hui un peu du marché du design, surtout des ventes de design. Est-ce que vous constatez, Cyril Coiffet, un attrait particulier des acheteurs pour le design, voilà, ces dernières semaines, ces dernières années? Ces dernières années, très clairement. Il y a eu notamment depuis 2020, avec les confinements successifs que nous avons dû subir, une reprise en main, on va dire, des Français pour aménager, ameubler et puis rendre leur intérieur plus joli, plus design. Et ça a eu une conséquence très très positive, en tout cas, sur les ventes de design en France. Et sur Katawiki, donc les ventes aux enchères design ont doublé en 2021. Il y a aussi eu plus de 40% de pièces design en vente par rapport à 2020. Comment vous pouvez expliquer cette hausse sur Katawiki? Il y a eu plusieurs facteurs. Donc, une réappropriation des intérieurs. On veut un peu de cocooning, on veut être bien chez soi, on va avoir un joli intérieur. La deuxième chose aussi, c'est que les magasins physiques étaient fermés et que les chaînes de production aussi de design ont été beaucoup impactées. Aujourd'hui, si vous voulez un canapé Togo de ligne Rosé, sans leur faire de publicité, c'est 2 ans d'attente. Oui. Si vous en voulez un tout de suite, la meilleure solution, c'est Katawiki, vraiment, parce qu'on a le plus grand choix disponible en Europe de ce côté-là. Donc, il y a eu tout un rebasculement, en fait, des gens qui allaient acheter typiquement du neuf et qui attendaient peut-être 6 mois, et c'était acceptable, sur des durées qui sont maintenant trop lointaines, dans le futur, et qui obtiennent leurs objets, on va dire, plus vite, mais aussi sont garantis d'avoir des experts qui ont revu les objets et qui font des achats en toute confiance. La question du faux en design, elle est importante, et c'est une des raisons pour lesquelles Katawiki fonctionne très bien, c'est parce que tout ce qu'on achète sur Katawiki a été revu par un expert. D'accord. Et qui sont les gens à peu près qui achètent? Est-ce qu'il y a des acheteurs différents pour les ventes de design en particulier? Ça va être un acheteur entre typiquement 35 et 55 ans. D'accord. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une très très forte croissance de la génération Z, donc 18-35 ans, qui commence aussi, qui s'intéresse particulièrement au design. D'abord avec des petits objets, ça va avec des petits objets dans des petits vases, de la céramique, des choses comme Sotsas par exemple, des choses assez ludiques. C'est des gens qui apprécient aussi beaucoup Stark ou les frères Le Broulec par exemple. Et c'est déjà des investisseurs en fait, tous ces gens-là, parce qu'ils achètent des petits objets, mais des petits objets signés, dont la valeur ne cesse d'augmenter en fait au fur et à mesure des années. Et tous les portefeuilles peuvent être concernés. On peut commencer à des prix plutôt raisonnables. Absolument, on peut commencer à partir de 200-300 € pour un objet de déco vraiment sympathique, ou alors un objet de nouveau designer qu'on découvre, parce qu'on pousse aussi beaucoup, nous, Katawiki, à promouvoir la nouvelle création, pas que les marques établies ou les créateurs établis. Et puis après, ça peut monter jusqu'à 15 000 € par exemple pour une table Pierre Chapeau qu'on a vendue récemment. Parce que finalement, si on achète du mobilier, on va de toute façon mettre plusieurs centaines d'euros dans un meuble. Donc on peut aussi se tourner vers quelque chose d'intéressant artistiquement, avec une recherche design. Absolument. Et la décoration, ça peut être en plus que les meubles. Ça peut être la céramique aussi qui fonctionne très 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 bien. Qui des fois, on est à la limite de la sculpture aussi, tellement le travail est important et de qualité. Et puis aussi, en général, on s'aperçoit que ces acheteurs-là, ils complètent avec un intérieur, notamment en termes de lithographie, par exemple. Donc, ils achètent des estampes de lithographie pour se créer un univers, en fait, qui soit reflet, en fait, de leur goût en design. Et qu'est-ce que vous remarquez comme type de design qui fonctionne bien sur Katawiki? Est-ce que c'est un design un peu des années 60 qu'on peut mettre un peu partout, ou il y a vraiment des œuvres très précises? Il y a 3 choses qui marchent très très bien souvent sur Katawiki. C'est le retour du rustique en fait. Donc un peu dans la lignée de Charlotte Perriand, Pierre Chapeau dont je parlais tout à l'heure.
le bois, tout ce qu'il y avait en fait dans les chalets nos grands-parents en fait, et qui étaient extrêmement inconfortables peut-être, et sur lesquels on s'est abîmé étant enfant peut-être. Tout ça revient très 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 fort parce qu'il y a un côté brutaliste, il y a un côté très nature en fait. Donc ça c'est une tendance vraiment de fond. La deuxième tendance c'est les grands noms en fait. Donc je vous les ai cités, c'est les Sottsass, les Bourolec, ça va être les IMSS évidemment. Ça c'est l'investissement quasiment très très sûr. Et puis la troisième ça va être tout ce qui est design, pas tellement nordique, mais plutôt des Pays-Bas et de Belgique. Parce que c'est vraiment la scène qui est la plus active aujourd'hui avec la scène française et la scène italienne. Mais c'est un design qui est souvent coloré, qui est assez un peu dans les tons vert ou rose pâle. Il y a des choses qui se passent de ce côté-là où les gens veulent, peut-être parce que les temps sont peut-être un petit peu difficiles, illuminer et égayer en tout cas leurs intérieurs. Et le design en fait justement des Pays-Bas est vraiment très orienté là-dessus, quoi. Et ça va être porté aussi par le fait qu'il y a de plus en plus une volonté de réutiliser les meubles, un attrait fort pour le vintage. On veut le vintage, la seconde main, c'est aussi un investissement responsable. Donc on est complètement dans une logique de pourquoi aller créer, faire du neuf, dépenser de l'énergie et des matières premières qui deviennent de plus en plus rares, alors qu'il y avait des choses de qualité extrêmement durables. Je vous donnais l'exemple d'un canapé Togo des années 70. Et il est toujours extrêmement fonctionnel aujourd'hui, 40 ans plus tard, quoi. Donc, non, ça vaut vraiment le coup. Et en termes d'investissement, si on veut... on est dans Smart Patrimoine, si on veut réaliser un achat qui soit aussi un achat intelligent et peut-être espérer une plus-value plus tard, qu'est-ce que vous pourrez nous conseiller ? Tous les noms des designers que je vous ai cités sont des investissements sûrs. Si vous êtes sur des choses un peu plus contemporaines, par exemple, les frères Le Bourolec, vous pouvez être certain que c'est des investissements qui seront rentables à 10 ans, minimum. À 10 ans, d'accord. Minimum. Au maximum, pardon, je voulais dire. Ah oui, d'accord. C'est mieux, ça me fait rebondir, c'est mieux de s'y connaître quand même avant d'investir dans du mobilier design, où on peut se faire confiance aussi et choisir un meuble ou un objet de décoration qui juste nous plaît. C'est le premier choix, et c'est comme dans l'art, il faut d'abord faire parler son cœur et ses goûts. Vous n'allez pas mettre quelque chose et vivre avec quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais la deuxième chose, c'est effectivement de s'appuyer sur des experts pour être sûr que la sélection corresponde à quelque chose qui soit, un, dans l'air du temps, et puis deux, qui ait de la valeur. Et ça, typiquement, nous, c'est ce qu'on fait comme métier. Oui, parce que c'est vrai que le design, on pourrait se dire que ça, on comprend mieux. En tout cas, c'est vrai qu'une chaise, par exemple, on comprend mieux. Déjà, il y a une utilité derrière. C'est fonctionnel. Et c'est fonctionnel. Et c'est vrai qu'on peut plus se laisser aller à son goût, vu qu'on ne va pas se dire je n'ai pas les bonnes références, etc., vu qu'il y a une fonction qu'on comprend forcément. Mais la différence peut-être aussi avec des plateformes comme la nôtre, c'est que pour chaque objet, il y a la biographie du designer, il y a les prix qu'il a gagnés aussi. C'est vraiment un milieu, le design, qui se rapproche beaucoup de l'art contemporain, en fait. Il y a un certain nombre de critères qui font que vous pouvez acheter en toute sécurité quelque chose, un objet qui va être fonctionnel, qui va être joli, mais qui aussi vient de quelqu'un qui a un vrai pédigré, en fait. Et c'est reconnu comme un investissement. Et en ce moment, du coup, il y a la foire Paris Art et Design et aussi la Biennale internationale du design à Saint-Étienne. Est-ce que des événements comme ça va être remarqué sur votre site? Il va y avoir encore plus d'achats? Absolument. Par exemple, vous avez une rétrospective Sottsass à Pompidou récemment, et aujourd'hui, les prix des Sottsass ont augmenté de 15 à 20% par rapport à ce qu'ils étaient il y a 2 ans. Donc, ils étaient déjà très hauts, mais il y a une reconnaissance muséale, en fait, de Sottsass, qui fait que maintenant tout le monde veut du Sottsass chez soi. C'est un peu le retour aussi d'une esthétique années 80. Maintenant, effectivement, il y a une grosse activité autour du design. Nous, on l'a vu, on est partenaire de Maison Objet, on est partenaire de la Paris Design Week, on est partenaire de cabinets de tendance comme Nelly Rodi aussi. Les choix éditoriaux qui sont faits par tous ces partenaires-là, vous voyez absolument l'impact sur les prix du design. Donc en fait, c'est bien aussi de suivre ce qui se passe et ce que nous on fait, parce que forcément, il y a une sorte d'écosystème qui se crée de recommandations, et c'est forcément des bons investissements pour demain, en tout cas. Sybille le disait tout à l'heure, doubler les ventes aux enchères dans la catégorie design en 2021. Selon vous, les
la tendance, on va dire, pour les prochaines semaines, les prochains mois? On va être sur ces chiffres-là, encore plus Oui, parce qu'il y a un côté rassurant en fait dans l'investissement en design. C'est-à-dire effectivement, comme Sybille vous l'avez dit, c'est un investissement qui est fonctionnel, c'est-à-dire on va en faire quelque chose. Mais c'est quelque chose d'extrêmement tangible. C'est quelque chose un peu d'inaliénable, j'ai envie de dire. Donc il y a un peu un refuge, c'est une valeur refuge dans des circonstances qui sont effectivement un petit peu compliquées à l'heure actuelle. Merci beaucoup Cyril Coiffet d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes vice-président de Katawiki. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Sybille pour cet échange. Merci Sybille de nous avoir encore une fois accompagnés ce vendredi pour nous donner toutes les actualités aussi du secteur du marché de l'art. On vous retrouve bien sûr vendredi prochain pour un nouveau focus sur le marché de l'art. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment faire face à la flambée des prix de l'énergie? Le gouvernement engage, vous le savez, depuis des semaines des mesures exceptionnelles pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Gel des prix du gaz, chèque énergie. On va revenir avec notre invité justement sur ces aides, cette hausse des prix, évidemment, son ampleur actuelle et les solutions pour optimiser votre facture. Adeline Jubert nous accompagne, directrice du pôle dépenses du quotidien, Banque Énergie, Crédit Conso Télécom chez Meilleur Taux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Adeline Jubert. Donc je le disais, essence, gaz, électricité, on va commencer peut-être par faire un petit constat. À combien s'élève la hausse des prix à peu près actuellement? Alors, il y a deux prix principaux qui augmentent fortement. Il y a l'électricité, il y a le gaz. Alors, il y a le pétrole aussi, mais on va surtout parler d'électricité et de gaz. L'électricité a fait un bond de à peu près 350% entre janvier 2021 et janvier 2022, et ça continue à grimper. Et le gaz, en l'espace de 3 mois, tout simplement, on a fait x3. Voilà, donc ça, c'est des hausses qui sont très fortes, qui sont sur le marché de gros. Il y a plusieurs raisons. On a déjà constaté ce type de hausse aussi importante? Il y a eu des crises préalables, effectivement, sur le marché de l'énergie, mais c'est vrai que là, ça faisait un petit bout de temps. Alors, le prix du gaz était déjà en augmentation depuis quelques mois, voire années. Mais là, c'est des hausses qui sont vertigineuses. Si on regarde les courbes d'évolution des prix, il y a vraiment ce pic qui a commencé bien avant la guerre, qui a commencé avant la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine en plus augmente encore plus ses prix de manière très forte. Et là, je regardais ce matin, il y a encore eu des très fortes augmentations depuis le début du mois. C'est important de le dire, Adeline Jubert, la crise ukrainienne n'est pas la seule cause, on va dire, de ces hausses de prix. Oui. Non. Alors en fait, on peut répartir les raisons en 3 grandes familles. Il y a les raisons économiques, il y a les raisons un peu climatiques, il y a les raisons géopolitiques. Économique, on a connu cette période de Covid avec ce confinement. 2021, reprise de l'activité économique qui est très forte, assez peu finalement anticipée. Les gens retournent au travail, il faut relancer la machine, etc. Donc il y a une très forte demande d'énergie à cette occasion. Pendant le Covid aussi, il y a eu moins de maintenance des réseaux, moins de maintenance au niveau nucléaire, au niveau des centrales. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 22 réacteurs sur 59 qui fonctionnent. Donc, il y a tout le reste qui est en maintenance. Donc, en fait, on a moins de production aussi liée à ça. Ensuite, il y a les raisons un peu climatiques. C'est vrai que l'éolien, on en parle beaucoup. Mais quand il n'y a pas de vent, l'éolien, ça ne fonctionne pas. Et notamment en 2021, il y a eu assez peu de vent. Ensuite, il y a des raisons forcément aussi géopolitiques qu'on voit surtout en ce moment, qui ont démarré déjà avant la guerre en Ukraine. En fin d'année dernière, Vladimir Poutine limitait un petit peu son approvisionnement en gaz pour les pays européens. Et la guerre en Ukraine, c'est clairement le boom sur les tarifs avec cette incertitude sur les marchés. Donc là, vous avez parlé de hausse en termes de pourcentage sur les prix de gros, c'est ça. Comment ça se répercute sur le pouvoir d'achat des Français? Est-ce qu'on a des chiffres concrètement sur l'augmentation de notre facture? Alors, concrètement, pour les Français, sur l'année 2021, il y a eu un certain nombre de hausses des prix, notamment du gaz. Il y a eu quasiment une hausse de 30% sur l'année dernière. Mais depuis octobre, les prix sont gelés. Voilà, donc il y a ce fameux bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement, qui fait que sur les prix du gaz, depuis octobre, il n'y a pas eu de hausse. Il n'y en aura a priori pas jusqu'à la fin de l'année. Et sur les prix de l'électricité, il y a eu une augmentation uniquement en février et qui était de 4%. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas eu ce bouclier tarifaire, la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité, ça aurait été plus 40%. Voilà, donc en moyenne, sur un foyer à peu près de 4 personnes, 2 parents, 2 enfants, ça aurait fait une augmentation entre 700 et 1000 euros de factures supplémentaires sur une année.
Voilà, donc c'est juste énorme. Donc ce bouclier tarifaire... Donc là, le gouvernement Alors, a réussi voilà, tout à fait. à Alors oui, même pas limiter l'impact. Il y a deux façons de voir les choses. Pour le pouvoir d'achat des ménages, certes, c'est vrai qu'au quotidien, aujourd'hui, ça a permis de limiter. Par contre, c'est vrai qu'à la suite des élections présidentielles, la question va se poser de savoir s'il va être maintenu. Est-ce qu'il va être maintenu complètement, à moitié, pas du tout? Si le bouclier disparaît, il y aura cette hausse de 40% qui va arriver. Voilà, il faut aussi attendre. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le pendant à ça, c'est que forcément, ce bouclier tarifaire coûte très cher. Entre 16 et 20 milliards d'euros estimés. Il y en a une partie qui est prise en charge par l'État. Donc, qui dit État dit dette, dit financement. Voilà. Comment va-t-on financer ça? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment où les contribuables vont être aussi impactés sur les mois à venir? Voilà. Donc, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire demain comment ça va se passer. Moi, j'ai plutôt tendance à croire qu'il n'y aura pas de baisse ou très peu de baisse. En tout cas, pas tout de suite. Pas tout de suite. Après, la question, c'est s'il y a des hausses, à quel niveau vont-elles être? Est-ce que, Adeline Jubert, les fournisseurs de gaz et d'électricité, ils jouent aussi le jeu en essayant de limiter l'impact sur le prix auprès du consommateur? Ils jouent le jeu? Oui, alors, certains ont joué le jeu au début, puis s'ils sont cramés les ailes, si on peut dire l'expression. Il y en a certains qui ont disparu, du coup, et qui ont mis la clé sous la porte, malheureusement. Pour ceux qui sont encore là, en fait, il y a deux types de fournisseurs alternatifs. Il y a ceux qui sont aussi des producteurs, donc qui arrivent un peu à s'en sortir parce qu'ils ont cette rentrée financière d'un côté, et après, ils doivent proposer à leurs clients des offres qui soient les plus adaptées. Et il y a ceux qui sont juste des fournisseurs, qui là, tirent un peu la langue. Donc, ils essayent au maximum de ne pas trop répercuter, mais malheureusement, il y a des fois, ils sont obligés, sinon ils n'ont plus aucune rentabilité et ils risquent aussi de disparaître. Oui, c'est ça, ils n'ont pas forcément le choix. À quel type d'offres sont actuellement confrontés les consommateurs, Adeline Jubert, pour rester un peu dans cette offre-là des fournisseurs de gaz et d'électricité? On a quoi comme type d'offre aujourd'hui sur le marché? Des prix attractifs, des prix fixes? Enfin voilà, expliquez-nous un peu. Alors, il y a des prix, il y a deux types de contrats. Il y a les prix qui sont les contrats qui sont indexés sur les prix du gaz et de l'électricité, et puis il y a ceux qui sont fixes. Alors aujourd'hui, on a encore quelques fournisseurs qui proposent des offres à moins 5%. C'est en général ce qui se fait par rapport au prix du kilowattheure, j'entends. Et puis d'autres qui proposent des prix qui sont un petit peu plus élevés, mais qui sont fixes pour 1, 2, 3 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution des tarifs et ce qui peut arriver avec la fin éventuelle du bouclier tarifaire, les offres fixes peuvent être avantageuses parce qu'aujourd'hui, vous êtes à un prix qui ne bougera pas pendant 1, 2 ou 3 ans. Voilà. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de ça. Quelle est aujourd'hui votre facture du quotidien? Est-ce qu'elle a déjà augmenté ou pas? Si elle a augmenté, il faut regarder un petit peu s'il y a des offres qui peuvent être plus adaptées à votre consommation et peut-être se prémunir effectivement par rapport aux futurs éventuelle hausse en prenant un contrat fixe. Voilà. Mais il faut d'abord déjà comprendre un peu quelle est sa facture. Parce qu'aujourd'hui, les gens, en général, quand j'en parle autour de moi, les gens ne comprennent même pas de quoi est constituée la facture, comment il faut la lire et comment on peut optimiser, en fait. Est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'on peut, c'est pas ce qu'il faut, c'est est-ce qu'on peut changer son abonnement en cours complètement, oui. Oui. Alors, le marché de l'énergie s'est ouvert à la concurrence en 2007. Aujourd'hui, vous pouvez changer gratuitement de fournisseur. Il n'y a pas d'engagement, vous n'êtes pas obligé de rester. Même si vous avez un prix fixe, par exemple, pendant un an, vous n'êtes pas engagé pendant un an. Vous pouvez vous arrêter à tout moment. Il n'y a pas de frais de résiliation, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'intervention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne sur votre compteur faire un branchement. Voilà, tout ça peut se faire à distance avec un fournisseur au téléphone. Nous, chez Meilleur Taux, effectivement, on a mis en place un comparateur pour aider les gens à trouver l'offre la plus adaptée à leur profil. Et ensuite, c'est pas parce qu'ils sont engagés aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas aller se renseigner complètement, et aller voir si quelque chose est plus avantageux ailleurs. Ouais, au contraire, c'est vrai que moi, aujourd'hui, les gens qui me sollicitent, je leur dis, regardez déjà votre facture et en fonction de cette facture, regardez un petit peu ce qui peut se faire sur le marché et vous trouverez forcément une offre qui vous correspondra. Parce qu'on n'a pas tous la même consommation en fait, d'énergie. Certains sont chauffés au gaz, d'autres à l'électricité. Certains sont dans des petites surfaces, d'autres des grandes surfaces, avec des familles plus ou moins importantes. On est des logements plus ou moins isolés. On est là peut-être toute la journée. On peut, notamment avec le télétravail, ça se développe de plus en plus. À l'inverse, certaines personnes sont là que le matin, que le soir et que le week-end. Donc il y a des fournisseurs notamment qui proposent des contrats. Petite consommation, par exemple, si on habite dans un studio, qu'on n'est pas là toute la journée. Ou à l'inverse, des contrats avec
pour des personnes, par exemple des retraités qui sont là chez eux toute la journée, qui sont peut-être un peu frileux et qui ont besoin d'avoir du chauffage peut-être de manière plus importante. Donc vraiment, il y a une largesse d'offres aujourd'hui sur le marché qui est là, qui permet aux gens de trouver finalement un contrat qui est adapté à leur consommation. Après, c'est vrai que il y a un certain nombre d'offres, il faut comparer, il faut regarder finalement ce qui est plus adapté et se faire accompagner aussi sûrement dans ce choix. Parce qu'Adeline Jubert, aujourd'hui, optimiser sa facture d'énergie, c'est en gros faire un comparatif des offres qui nous sont proposées. Sur notre facture actuelle, on ne peut pas faire grand-chose finalement. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que dans une facture d'énergie et de gaz, il y a deux éléments importants. Il y a une partie abonnement, il y a une partie consommation. Déjà, il faut regarder son abonnement. Alors, sur la partie du gaz, l'abonnement est lié aussi à la distance qu'il y a entre votre logement et le point de distribution. Donc ça, à moins de déménager, ça ne peut pas faire grand-chose. Par contre, sur l'électricité, le prix de l'abonnement, il est lié à deux choses, à votre compteur, donc la puissance de votre compteur. Alors, je vais rentrer un peu dans la technicité, mais je ne vais pas aller trop loin non plus. Vous avez un compteur qui est entre 6 et 12 kVA en général, et ça dépend de la grandeur de votre logement et de la consommation que vous avez. Souvent, ce que je dis, c'est déjà vérifier la puissance de votre compteur. Vous êtes peut-être dans un logement où il y a un compteur qui est de 12 kVA, alors qu'en fait, vous avez besoin que de 9 kVA. Donc déjà, si vous prenez de 12 à 9, vous allez avoir un abonnement moins cher. Ça, c'est la première chose. Il faut regarder effectivement si c'est adapté. Ensuite, il y a des contrats qui sont ce qu'on appelle base, où vous avez un prix du kilowattheure qui est le même, quel que soit votre horaire de consommation. Et d'autres contrats qui sont des heures creuses, heures pleines. Donc là, vous avez un prix du kilowattheure qui est moins cher si vous consommez aux heures creuses et plus cher en heures pleines. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces contrats sont adaptés si vous consommez moins de 60% de votre électricité en heures creuses. Si vous consommez plus que 60%, en heures pleines. Si vous consommez plus que 60% de votre électricité en heures pleines, à ce moment-là, il faut prendre un contrat de base. Ce sera plus économique à la fois sur l'abonnement et sur la consommation. Alors après, il y a la consommation en tant que telle qui coûte plus ou moins cher. Et là, il y a plein de petites astuces à mettre en place pour essayer d'économiser au quotidien. Qu'on peut faire nous-mêmes. Tout à fait. En l'occurrence. Ouais, complètement. Là, il y a... Alors moi, j'ai plein d'exemples. Oui, donnez-nous-en un ou deux, puisqu'après, on a quelques secondes. Ok. Par exemple, aujourd'hui, le printemps arrive, donc ouvrez grand vos rideaux, vos fenêtres, faites rentrer la lumière, vous utiliserez moins les ampoules. Le sèche-linge, vous pouvez le mettre sur off et faire sécher vos affaires dehors. Voilà, il y a plein de petites astuces qui peuvent être mises en place pour limiter sa consommation. Eh bien, merci pour cette mise en lumière aujourd'hui, Adeline Jubert. Merci beaucoup de nous avoir expliqué cette hausse des prix, le pourquoi, du comment et comment agir aujourd'hui sur notre facture d'énergie. Je le rappelle, vous êtes directrice du pôle dépenses du quotidien, Banque Énergie Crédit Conso Télécom chez Meilleur Taux. Merci de nous avoir accompagnés et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Ce sera Nicolas Pagnès, évidemment, à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismart, très bon week-end et à très vite.